Le SWAT ne se raconte pas comme un film d'action. La fiction adore les déflagrations, le fracas des portes qui volent en éclats, le héros solitaire qui sauve le monde dans un dernier souffle héroïque. C'est vendeur, c'est propre, c'est très narratif. Mais la réalité, elle est beaucoup plus insidieuse, beaucoup plus sourde. Le SWAT, c'est un métier de silence. Et je ne parle pas ici du calme, de la sérénité, non. Je parle de celui du couvercle qu'on maintient fermement sur une cocotte minute prête à exploser. Ici, vous allez découvrir que la frontière entre l'action et le vide n'est pas une ligne, c'est une zone de guerre intérieure. Qu'est-ce qu'il reste d'un homme vraiment quand les sirènes s'éteignent et qu'il faut redevenir un civil, là, tout de suite, dans le parking de la caserne? Oubliez les badges qui brillent, les médailles et les gros titres des journaux. Le SWAT, c'est un entrepôt reconverti dans une zone industrielle grise, là où la ville, tout simplement, oublie de regarder. Arrivé à 5 heures du matin, l'air est froid, presque calculé pour maintenir le système nerveux en alerte. Ça sent le métal, la poussière fine des chantiers voisins et cette odeur âcre de désinfectant mélangée à de la vieille sueur imprégnée dans les casiers. Vous marchez sur le béton brut, vos pas résonnent trop fort. Ce n'est pas un lieu de vie, c'est une machine à broyer les habitudes. Vous portez 30 kilos d'équipement. Pour vous donner une idée, c'est comme trimballer un enfant de 8 ans sur les épaules toute la journée avec des plaques d'acier qui compriment les vertèbres. C'est une lassitude qui imprègne les os, une pesanteur qui vous suit même quand vous retirez le gilet. C'est à 30 ans que le vrai basculement s'opère. Vous commencez à évaluer la résistance d'une porte, la solidité d'une cloison, le temps de réponse d'un verrou, avant même de saluer votre voisin. À 40 ans, le processus est quasi achevé. Vous ne voyez plus le monde, vous le scannez à travers un viseur invisible. Le visage dans le miroir devient celui d'un étranger dont chaque trait est une strate de réflexe et de retenue. Arrivé à 51 ans, quand vous posez l'insigne pour la dernière fois, vous avez l'impression d'avoir survécu à une décennie de guerre silencieuse. La semaine de sélection, cette fameuse épreuve reine, ce n'est pas un camp d'entraînement, c'est une déconstruction méthodique. On vous pousse jusqu'à la rupture, non pas pour voir si vous êtes fort, mais pour voir ce qu'il reste quand les masques tombent. Puis vient le stress test. Une salle obscure, 4 instructeurs dans l'ombre. Une lumière stroboscopique éclate, saccadant la vision, créant une réalité hachée. Votre binôme tombe, simulé comme touché. Le suspect est armé, de dos. Un enfant est juste derrière. Vous avez 2 secondes. Vous cherchez la procédure apprise par cœur pour vous sauver, mais l'instructeur change la variable. Le suspect bouge, l'enfant est exposé, votre procédure ne vaut plus rien. Vous devez choisir, tirer, au risque de tuer l'enfant, ou ne pas tirer et perdre votre partenaire. Il n'y a pas de bonne réponse. La salle est une étuve, l'odeur du caoutchouc brûlé des semelles sur le béton vous prend à la gorge. Vous essayez de raisonner, mais votre cerveau est saturé par l'adrénaline. La panique tente de monter, mais vous l'étouffez sous des années de conditionnement. Vous tirez, ou vous échouez. Peu importe, l'instructeur ne vous dit rien. Il demande simplement « Pourquoi ce choix ?» Et là, le piège se referme. Vous essayez de justifier la tactique, mais chaque mot sonne faux. Vous comprenez alors avec une horreur glacée que peu importe votre réponse, ils ont déjà décidé que vous avez échoué à préserver une once d'humanité. C'est le prix à payer pour l'efficacité. Et ici, voici le détail qui change tout. L'intervention parfaite est celle où personne ne tire une seule balle. Réfléchissez à cela. Vous passez des années à vous entraîner pour le pire, à perfectionner le mouvement de votre doigt sur la détente, à optimiser votre temps de réaction à la milliseconde près. Votre identité se construit autour du marteau qui doit frapper fort. Et pourtant, le sommet de votre carrière, c'est ce moment où vous restez en retrait dans un couloir sombre, à maintenir votre position pendant 4, 5, 6 heures, pendant que la crise se résout par une reddition passive. Un silence lourd remplit la salle de débriefing. Vous êtes là, en équipement complet, les mains tremblantes sous les gants, et soudain, c'est fini. Aucun tir, aucun sang, aucune paperasse traumatisante. C'est déstabilisant. Cette violence que vous aviez préparée, cette soupape que vous aviez armée, ne disparaît pas. Elle reste suspendue dans l'air, dans le silence de la caserne, attendant la prochaine porte à forcer. Le moment le plus critique n'est pas l'assaut, c'est le trajet en voiture, après, quand vous rentrez chez vous dans le noir. Les lumières de la ville défilent comme des spectres. Vous rejouez tout, chaque geste, chaque seconde.
Le véritable échec survient souvent dans la banalité du quotidien, là où personne ne vous attend. Un samedi, lors de l'anniversaire de votre fille, un ballon éclate dans le salon. Ce n'est qu'un ballon, mais votre corps ne le sait pas. En une demi-seconde, votre système nerveux a basculé. Vous êtes derrière le canapé, le regard scannant la pièce pour identifier la source, le pouls à 150, les muscles contractés pour l'impact. Vos invités vous regardent, pétrifiés. Il y a un silence de mort dans la pièce. Votre femme ne vous regarde pas avec peur, elle vous regarde avec une pitié épuisée, comme si elle voyait un fantôme. Vous êtes un étranger dans votre propre vie, incapable de raconter pourquoi vos mains tremblent encore, alors que la journée est finie. Un autre exemple ? Faire les courses. Vous entrez dans un supermarché. La plupart des gens voient des rayons, des prix, des produits. Vous voyez des issues de secours, des angles morts derrière les présentoirs, des individus dont le comportement dévie de la norme. Vous vous placez toujours dos au mur, les yeux balayant la foule, évaluant qui pourrait constituer une menace. Vous n'êtes jamais en repos. Jamais. Vous arrivez devant votre maison, vous regardez la lumière du salon allumée, et vous restez assis dans la voiture pendant 20 minutes. Impossible d'entrer. Vous essayez d'effacer les traces de l'opérateur pour redevenir un mari ou un père. Mais l'opérateur est toujours là, tapis derrière vos yeux, scrutant la pièce, vérifiant les issues. On ne peut pas vivre en état d'alerte sans qu'une fissure apparaisse. Quand le calme revient, le silence est-il une récompense ou un jugement ? C'est une question qui vous poursuit. Et plus vous avancez, plus la réponse devient floue. Vous êtes assis, seul dans votre voiture, à 3 heures du matin, mangeant un repas froid acheté à la hâte. Vous regardez le vide. Est-ce un moment de paix ou la seule façon que vous connaissez d'exister en dehors de la violence ? On voit les médailles, les rapports officiels, les citations, mais jamais le salon vide, jamais le silence à la table du dîner. Peut-on vraiment séparer l'opérateur de l'être humain quand le poste exige de réprimer ses réactions les plus élémentaires ? C'est le paradoxe final. Le métier vous vide de votre substance pour mieux vous remplir de procédures. Une fois que la porte est fermée pour de bon, une fois que le badge est rendu au bureau des ressources humaines, reste-t-il quelqu'un derrière la vitre pour entendre ce qui n'a jamais été dit ? Le silence n'est plus une tactique de survie. Il devient votre habitat naturel. Et dans ce silence, vous réalisez que la plus grande victoire n'était pas de neutraliser la menace, mais d'avoir tenté, contre toute attente, de ne pas devenir la menace vous-même. La porte est fermée. Le moteur de la voiture refroidit dans l'allée. Vous entrez chez vous ? Est-ce que le silence en valait la peine, au bout du compte ? Dans le silence d'une pièce calfeutrée, le temps ne passe pas. Il se suspend. La courbe métallique d'une poignée de porte devient le centre absolu de votre univers. Vous n'entendez rien, aucun cri, aucune sirène, juste le battement sourd et mécanique de votre propre cœur contre vos côtes, un métronome irrégulier qui semble rythmer votre fin proche. C'est ici, dans cette attente insoutenable, que se fissure la frontière entre une mission réussie et un désastre absolu. On s'imagine souvent le SWAT comme une unité conçue pour fracasser des portes et saturer une pièce de grenades assourdissantes. C'est le fantasme hollywoodien. La réalité est beaucoup plus terne, et par conséquent bien plus cruelle. L'unité n'est jamais aussi efficace que lorsqu'il ne se passe absolument rien. L'opération parfaite ne commence pas par une détonation, mais par ce silence pesant qui précède l'inconnu, celui qui vous fait douter de votre propre oui. Il est 22 heures. Les néons du vestiaire grésillent avec cette fréquence agaçante, une lumière crue qui souligne chaque fissure du béton et chaque trace de gras sur les établis. L'air est ici saturé. Il possède une densité physique, un mélange âcre de solvants pour armes, de résidus de poudre brûlée et de cette sueur rance, incrustée dans le cuir des gilets balistiques depuis des années. Ce n'est pas le silence du vide, c'est celui qui s'installe après une décharge nerveuse majeure. On défait ses lacets avec une précision millimétrée, presque obsessionnelle. C'est un rite de désamorçage. Le poids sur vos épaules, 30 kilos de plaques en céramique et Kevlar, l'équivalent de porter un enfant de 8 ans sur le dos pendant 10 heures, s'évanouit au sol. Mais la pesanteur, elle, reste. Elle s'est nichée dans vos os, une marque indélébile. Vous êtes adossé au mur, à quelques centimètres d'une porte blindée. À l'intérieur, le suspect s'agite. Le talkie-walkie dans votre oreille diffuse un grésillement statique, un bruit blanc constant, presque hypnotique, qui vous coupe du reste du monde.
C'est ce son qui remplace la réalité. Chaque craquement de bois sous un pied, le murmure d'une voix paniquée, le frottement textile contre le lino, tout devient un signal. Votre gilet pare-balles comprime votre cage thoracique, limitant chaque inspiration à un effort conscient pour éviter de produire un bruit parasite. Votre doigt effleure le pontet, sans exercer de pression, juste en contact. C'est un exercice de retenue extrême. Physiquement, le corps lutte. Après 1 heure, l'adrénaline, qui vous maintenait en alerte maximale, commence à refluer, laissant place à une fatigue toxique. Le cerveau, privé de sa dose, crée des micro-hallucinations, des sons qui n'existent pas, des craquements de bois qui deviennent des rechargements d'armes. Les cuisses brûlent, les mains tremblent, la déshydratation s'installe et la vision périphérique commence à se rétrécir, un effet tunnel induit par la stagnation prolongée. Vous êtes une statue de chair tendue à l'extrême, figée par la consigne. La menace est réelle, la force est autorisée, mais vous ne bougez pas. Vous laissez la négociation occuper l'espace. Vous comptez les secondes qui s'étirent, hypnotisé par cette poignée qui ne tourne pas. L'ironie est totale, le sommet de l'efficacité, c'est l'absence d'impact. C'est l'opération où aucun coup de feu n'est tiré. Le débriefing d'après-mission est une autopsie froide. On s'assoit autour d'une table en métal, dans une salle où les murs semblent absorber toute vie. On dissèque les angles de vue, on mesure les temps de réaction à la milliseconde, on pointe chaque erreur de positionnement, chaque millimètre de déplacement inutile. Les discussions sont techniques, presque cliniques. Ce n'est pas un moment de relâchement, c'est une reconstruction chirurgicale de l'attention. Vous voyez des opérateurs avec 20 ans de service, des vétérans qui ont survécu à des échanges de feu, avoir les mains qui tremblent légèrement en tenant un stylo. Le café avalé pendant l'intervention, noir et trop fort, a laissé un dépôt métallique au fond de la gorge et la caféine accentue les tremblements post-adrénaline. On pointe les lacunes. Le vecteur de pénétration était à 15 degrés, t'étais en retard sur la couverture de l'angle mort, ton temps de réaction sur la mise en joue était de 0,4 secondes au-dessus de la norme. Pourquoi cette froideur? Parce que si vous laissez l'émotion dicter le récit, vous arrêtez d'être une machine tactique. Le débriefing transforme l'horreur potentielle en une série de variables à résoudre. Si c'est un problème technique, c'est gérable. Si c'est une émotion, ça devient un poison qui contamine la prochaine opération. Cette discipline devient une seconde peau, une armure mentale. Le vrai prix à payer, ce n'est pas la mission, c'est le retour à la banalité. Vous croyez laisser le travail au vestiaire, mais le logiciel de survie, lui, ne s'éteint jamais. Vous entrez dans un supermarché le samedi après-midi, la lumière des néons est trop forte. Vous ne voyez pas les rayons, vous voyez les angles morts des allées. Une personne derrière vous marche un peu trop près, son rythme calé sur le vôtre. Votre cerveau évalue instantanément. Distance de sécurité, issue de secours la plus proche, potentiel de dissimulation d'une arme sous son manteau. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'habitude. C'est le prix de l'entraînement. Vous observez un père crier après son enfant dans le rayon des conserves, un geste brusque, une main qui se lève. Vos muscles se contractent, une décharge électrique parcourt vos avant-bras. Une fraction de seconde de survie pure avant que la rationalité ne reprenne ses droits. Le ballon de baudruche qui éclate lors d'une fête de famille devient un détonateur. Vous êtes un étranger dans votre propre vie, incapable de déconnecter ce logiciel de survie qui tourne en arrière-plan, consommant une énergie mentale que les autres n'ont pas à dépenser. Vous observez les ombres pendant que tout le monde regarde la lumière. Vous avez appris à contrôler la violence au point de ne plus savoir où la ranger quand elle devient inutile. C'est ce que les opérateurs appellent « tenir le monstre en laisse ». Vous avez passé des années à perfectionner la technique pour abattre une cible en moins d'1 seconde, mais votre défi quotidien est de rester statique, le doigt sur le pontet, en sachant que le succès se mesure par le vide. Le silence est-il une victoire ou une cicatrice? Le SWAT, c'est finalement apprendre à vivre avec cette tension en permanence, en espérant que la boucle ne cède jamais. Personne ne vous dit que le prix de cette maîtrise, c'est cette sensation diffuse d'être en permanence à l'affût, le doigt sur le pontet invisible de votre propre existence. Nous sommes piégés entre la nécessité d'agir et l'obligation de ne pas le faire, condamnés à une attente qui ne finit jamais vraiment, où le calme est la seule arme qui compte. Et finalement, on se demande si le bruit du monde extérieur n'est pas, au fond, le seul vrai danger. Subsection A. C'est une image qu'on ne voit jamais vraiment au cinéma. Pas de verre brisé, non. Pas de musique tonitruante. Juste le silence.
un silence lourd, suspendu, à la fraction de seconde près où une poignée de porte pivote. Vous êtes là, 30 kilos de Kevlar et d'équipement compressant vos épaules, la respiration forcée par la plaque balistique qui vous empêche de gonfler totalement vos poumons. Votre index effleure le pontet de la détente, mais n'y touche pas. Ici, la réussite ne se mesure pas au nombre de menaces neutralisées, mais à l'inverse, à cette capacité, terrifiante et contre-intuitive, de ne pas tirer. C'est l'exercice du shoot-no-shoot. Le système est conçu pour réduire la boucle ODA, observer, orienter, décider, agir, à son strict minimum. On vous a entraîné pour que votre cerveau court-circuite la réflexion consciente, pour que votre réaction soit purement neuronale, rapide comme un réflexe d'évitement. Mais attendez, voici le problème. La rue n'a pas de cible en carton. Les suspects sont des pères effrayés, des désespérés, des êtres dont le comportement échappe aux algorithmes. L'opérateur est piégé. Le système vous a forgé comme une masse, mais la réalité exige parfois la précision d'un scalpel. La question centrale est simple, brutale. L'excellence tactique rend-elle le maintien de la confiance publique impossible? Subsection B, 22 heures. Vous êtes dans la salle de débriefing. Oubliez les néons bleutés des séries policières. Ici, c'est du béton brut et des tubes fluorescents qui grésillent. L'air est saturé d'un mélange âcre, solvant pour nettoyer les armes, poudre, et cette sueur rance, incrustée dans le cuir des gilets. Regardez les visages autour de la table. Ce silence n'est pas une récompense, c'est une autopsie. On dissèque chaque geste. Pour le SWAT, le danger réel, ce n'est pas seulement le suspect derrière la porte, c'est l'enquête interne qui suivra chaque tir. Subsection C. Il faut regarder les chiffres en face pour comprendre l'ampleur du paradoxe. Sur une année entière, une équipe SWAT peut réaliser plus de 500 interventions. 495 d'entre elles se déroulent dans un calme absolu, une précision chirurgicale invisible. Ce sont des victoires sans bruit où le suspect est menotté avant même d'avoir compris que le périmètre était sécurisé. Ces interventions-là n'existent pas dans les médias. Elles sont le vide statistique, le calme plat. Mais il suffit d'une seule, une unique fois où le doute prend le dessus, une fois où le chaos s'invite pour que la narration bascule. Le public ne voit pas la moyenne, le public consomme l'exception. Subsection D. Dans le 42e bloc, il y a 6 mois, nous avons passé 2 heures à fixer un palier. Le temps se dilate dans ces moments-là. Vous sentez l'acide lactique monter dans vos cuisses. Le gilet, par sa conception même, comprime votre cage thoracique, rendant chaque respiration courte, saccadée, presque silencieuse. L'air, dans ce couloir, est chargé de cette poussière blanche et âcre de plâtre qui colle au fond de la gorge. Le sifflement constant dans l'oreillette n'est pas une communication, c'est un bruit blanc parasite, saturé de distorsion, qui vous ronge les nerfs à petit feu. Le négociateur chuchotait, mais ces mots perdaient leur sens, noyés par le martèlement de votre propre cœur dans vos tempes. Le guerrier en vous veut enfoncer la porte, mettre fin à cette agonie sensorielle. Le gardien en vous sait que si vous entrez, c'est le chaos. Finalement, l'homme se lève, sa main plonge dans sa veste, c'est le signal. Le SWAT enfonce la porte. 6 secondes d'action. Il n'était pas armé. C'est une tragédie. La vidéo qui circule sur les réseaux ne montre pas les 2 heures d'attente. Elle montre 15 secondes de violence. Le public, lui, n'a pas vu le doute. Il a vu un choc, un cri, une chute. Là, le fossé se creuse. C'est le paradoxe. Nous sommes entraînés à la réponse réflexe, mais jugés sur notre capacité à l'inhibition. La boucle OODA n'est pas qu'une théorie tactique, c'est une tempête chimique. Cortisol, adrénaline, noradrénaline. Votre corps passe en mode survie haute fréquence. Mais ce mode n'a pas de bouton d'arrêt. Quand la menace disparaît, le corps ne bascule pas vers la détente. Il s'effondre dans un crash métabolique brutal. Vous restez là, les mains tremblantes, alors que la commission d'enquête, elle, demande une froideur logique que la biologie rend impossible à cet instant précis. Subsection E. Imaginez une intervention réussie, sans aucun tir, où la tension est désamorcée par une communication parfaite. Personne n'en parle aux informations. C'est le silence médiatique. La performance réelle du SWAT est invisible, car elle consiste à ne pas laisser l'événement se produire. Dans les jours qui suivent, vous passez devant la commission d'enquête.
C'est un processus clinique. Ils utilisent des logiciels pour recréer la scène. Ils transforment votre peur, votre intuition, votre fatigue en ligne de données. Ils disposent d'un luxe que vous n'aviez pas, le recul. Ils figent la vidéo sur la milliseconde où votre décision est prise. Ils ne voient pas l'obscurité, le stress sensoriel ou le poids du gilet. Ils voient une erreur de calcul. C'est le biais rétrospectif. Une fois le dénouement connu, l'action précédente semble avoir été d'une clarté limpide. Si le suspect n'est pas armé, l'expert décrète que vous auriez dû le savoir, ignorant que, dans le noir, une ombre peut ressembler à un canon de fusil. Subsection F. Cette hypervigilance ne vous quitte pas. Vous allez au supermarché, un mardi soir. Les néons du plafond ne sont plus des lumières. Ce sont des stroboscopes qui accentuent chaque mouvement brusque. Le bruit de fond, les chariots qui grincent, les annonces au micro, devient une cacophonie dont votre cerveau isole chaque fréquence suspecte. Vous ne faites pas vos courses. Vous cartographiez les issues de secours, les angles morts des caméras, la distance entre vous et le moindre obstacle. Votre partenaire vous touche l'épaule et pendant une fraction de seconde, vos mains se verrouillent sur ses poignets. Vous devenez un fantôme dans votre propre foyer. On exige des unités d'élite qu'elles soient des guerriers pour neutraliser et des gardiens pour protéger. On demande à un individu de supprimer ses instincts de survie pendant des heures dans un environnement saturé de cortisol, puis d'appuyer sur un bouton pour redevenir un citoyen lambda. C'est impossible. Le corps garde le score. Subsection G. Tout se résume à cette tension insupportable. Le poids du gilet que vous gardez encore sur les épaules, symboliquement, le temps du trajet de retour. Dans une société qui observe chaque seconde à travers un écran, le SWAT est une cible permanente de l'incompréhension. Est-ce que cette hyper-spécialisation, qui nous protège du danger, nous isole irrémédiablement du tissu social que nous sommes censés préserver? On nous demande une perfection mécanique alors que nous évoluons dans le chaos le plus humain. À la fin, personne ne comprendra pourquoi vous avez dû faire ce que vous avez fait. C'est une solitude professionnelle totale, une île isolée. Vous vivez entre l'action et la retenue, et ce qui reste à la fin, ce n'est pas une réponse, c'est juste le silence qui suit le débriefing. Une vidéo de 15 secondes, un rapport de commission, et le sentiment persistant que le monde extérieur ne verra jamais ce qui se passait réellement dans votre esprit avant que la porte ne cède. Est-ce que la mission est de protéger la société, ou est-ce que, dans ce processus, nous sommes condamnés à devenir des étrangers pour elle? La question n'est peut-être pas de savoir si nous sommes trop efficaces, mais si la société acceptera un jour la part d'ombre, de doute et de biologie humaine qui est, en réalité, le prix de chaque intervention.